Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 9, Beach Party. Beach Party. Donc on est là avec quelques soucis techniques, là. C'est sûr que l'élan est freiné un peu, mais bon, on va quand même essayer de faire de notre mieux. Fin de party, saison 9. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis accompagné de JF. Salut Simon, comment ça va? Oh, ça va très bien, et toi? Ça va pas pire. Ça va pas pire. Bon là, c'est ça. L'été de retour, on est prêt pour la beach party, il fait chaud, tout le monde est en maillot de bain puis on va se baigner. On avait prédit 20 degrés, il fait 16 présentement, mais je pense qu'en Abitibi, déjà, on est à 19 degrés. Et bien entendu, nous ne sommes pas que deux maintenant, nous sommes trois, le trio infernal, en compagnie de la légende, de l'historien du jeu P7, avec son micro doré. Messieurs, bonjour. Bonjour. D'ailleurs, certaines personnes ont accusé le micro doré de faire de l'interférence. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelques coupures. Si vous avez des coupures à la maison, réduisez la qualité de votre vidéo. C'est peut-être quelque chose qui pourrait améliorer la situation. Sinon, ben pour ceux qui écoutent ça en rediffusion, comprenez qu'on était live et que on est dans un setup ultra ghetto. Donc mon ordinateur est mort quelques minutes avant la diffusion. Vous devriez voir le setup de filage ici, c'est affreux. Il y a des fils partout. Et donc on essaye de faire de notre mieux possible pour vous offrir un bon spectacle quand même. On est là pour les 4 prochaines heures avec vous et nous avons une brochette d'invités absolument phénoménale aujourd'hui. Avant de se lancer, parce qu'on est déjà un tout petit peu en retard sur l'horaire avec ces problèmes techniques, on va quand même prendre le temps de faire quelques manchettes, mais on est limité à peu près à 2 minutes par personne. Oui, bien sûr. Est-ce que tu te lances, Simon? Vas-y donc, avec ta première manchette. Oui, super. Alors, première manchette, ma seule manchette, en fait, parce qu'on a seulement 2 minutes. Je vais faire comme tous les influenceurs du moment, les gens cool. Alors, vous voulez investir à la bourse? Suivez-moi sur Wealth Simple. Alors, ça, c'est bien entendu le jeu, le méga game auquel je joue le plus en ce moment. C'est ma passion depuis une année complète. C'est vraiment... Ok, les gens disent on joue à la bourse. Est-ce qu'on joue à la bourse comme on joue au casino ou est-ce qu'on joue à la bourse comme on joue à un board game? Là, moi, j'avais prévu une chronique de 15 minutes où on allait parler de ça et tout ça. Mais pour aujourd'hui, je vous dirais simplement, écrivez-moi, je vais vous donner mon code promo et vous aurez droit à 10$ de rabais sur votre prochain investissement en bourse. Et d'ici là, on en reparlera à la saison 10. J'espère que c'était commandité, cette émission-là. Ouais, on a reçu 8,50 pour ça. Ok, je vais y aller de mon côté avec... dans le fond... je veux parler d'un jeu qui est sorti, mais que ça fait longtemps qu'on parle et qu'on surveille, et c'est le jeu Bayonetta et Tomahawk, enfin. Marc Rodrigue! Pou, pou, pou! Yes! Et oui, un jeu qu'on suit depuis longtemps parce qu'on l'a testé il y a plusieurs années au Stack Academy. Ça fait au moins 5 ans là, qu'il est dans ce processus-là avec GMT et tout. Et finalement, là, c'est annoncé, c'est officiel en 2021. Le jeu Bayonetta et Tomahawk sera disponible. Donc, un jeu à la GMT. Donc un style wargame 2 joueurs et c'est les Français contre les Anglais donc on va vivre cette guerre et on va essayer de gagner, de faire notre camp. C'est un jeu quand même assez particulier dans le wargame. Card-driven game mais pas tout à fait non plus. Donc je vous encourage quand même à aller jeter un coup d'œil. Ça vaut vraiment la peine. En plus c'est un jeu qui vient de la communauté un peu des wargamers ici à Montréal parce qu'il a reçu beaucoup d'aide de la communauté, de testeurs et tout ça. Donc très heureux de voir ce produit enfin fini, enfin sorti officiellement. Félicitations, on l'avait déjà reçu une fois, Marc Rodrigue, il y a quelques années. On va peut-être devoir le réinviter plus tard à saison 10 peut-être pour parler officiellement de son jeu sorti et tout, le processus.
Ben oui, effectivement, un gros bravo à Marc qui travaille là-dessus de façon acharnée depuis plusieurs années. On se demandait même si le projet allait voir le jour à un certain point. Puis ben finalement, ça se donne. Puis c'est un designer qui va faire sa marque, j'en suis pas mal convaincu. Super. Pierre, c'est à toi maintenant. Là, comme disait Cyril Ronde dans le chat, 2 minutes par personne, t'auras juste le temps de dire bonjour, mais... Alors, parlons de l'historique des bonjours, messieurs. En fait, la manchette que je vais vous donner, elle est quand même très, très brûlante au moment où on se parle, puisque c'est la hotness numéro 1 de Board Game Geek en ce 11 avril 2021. Pourquoi c'est la hotness? Parce que c'est nul autre que le docteur! Le docteur Knidia! Beach Party! Alors, le docteur Knidia n'a pas l'habitude de faire la hotness comme il le faisait toujours il y a 20 ans, puisqu'il fut un temps avant les Pfister et les Steffenfeld et les Lacerda de ce monde que les gros jeux euro, ça n'existait pas. C'est M. Knidia qui les a littéralement mis au monde avec Tigre et Euphrate, avec Taj Mahal, avec Amun-Re. Tous des jeux qui sont sortis en 97, 2001 et 2003. La plupart des gens n'étaient pas nés dans le chat. La plupart des gens étaient pas nés dans le chat peut-être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Knidia, avec cette touche qu'il a engendrée dans les jeux euro, a levé la barre haute et à chaque fois qu'il sortait des jeux ensuite, on se demandait tout le temps s'il n'était pas allé plus loin. Mais ça s'est arrêté. Après Amun-Re, on a comme un peu perdu espoir. Il a quand même réussi à faire des succès, mais il n'a jamais vraiment réussi à refaire un gros jeu dans la veine de ceux qui l'avaient vraiment mis célèbre et qui ont finalement engendré des suivants. Celui qui est en train de faire parler présentement, par contre, pourrait être celui qu'on attend depuis longtemps. The Siege of Roomdor est un jeu coop à gestion de potentiel. Donc, un jeu de gestion de potentiel, on entend par là de deck building. Monsieur Knidia a déjà fait du deck building avant avec le Eldorado. Eldorado, ouais. Et ça va être sa deuxième tentative, je pense, de faire du deck building dans un jeu de plateau. Knidia, en fait, n'avait pas touché au deck building avant pour la simple raison que quand Knidia décide de faire de la nouveauté sérieuse, quand je parle de nouveauté sérieuse, c'est qu'il s'y commet vraiment. Son objectif, c'est toujours de dessiner une nouvelle tendance. Il avait réussi à le faire très bien dans les premiers jeux qu'il avait fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fait hisser dans les plus grands. Mais c'est devenu de plus en plus difficile depuis 10 ans parce que les tendances sont devenues de partout, les jeux se sont multipliés. Alors, quand M. Knidia a fait du deck building avec son Eldorado, il a quand même réussi à se distinguer. Parce qu'il a fait le premier deck building où les cartes n'ont aucun point. Alors que dans le deck building, on a tout le temps des points avec les cartes. Et Eldorado était vraiment un deck building où les cartes servaient vraiment à uniquement faire une course. Alors, il va faire probablement la même chose avec les sièges de Roomdor. Il n'y aura probablement pas de points sur les cartes. Et non seulement ça, mais le jeu coop en tant que tel est un jeu qui se déroule au Moyen-Âge, fantastique, avec des nains et qui sont faits pour les joueurs, qui doivent se défendre contre des orques, gobelins et trolls. Et c'est un tower defense. Tower defense, comme vous connaissez, qui sont comme, par exemple... Ghost Stories, qui est devenu Lost Legion, et qui est ensuite aussi Castle Panic. Donc, c'est des Tower Defense. Dernièrement, il y a Kingdom Rush, qui fait beaucoup parler dans les Tower Defense. Alors, le Tower Defense de Knidia, ça va probablement être son premier. Et c'est un Tower Defense qui va se jouer même en utilisant le matériel de la boîte. Le insert de la boîte va servir de matériel, parce que le but, c'est de faire des tunnels pour se sauver d'une forteresse qui est en train d'être assiégée par des monstres. Voilà. Nice! Eh ben Pierre, bravo, t'as réussi à maintenir ça quand même assez tight, je suis impressionné. J'ai oublié de vous dire, le jeu va sortir, le jeu va sortir pour SN cette année, donc octobre 2021. Oui, c'est ça, il y a encore vraiment peu d'informations sur le jeu, vraiment de... Oui, il essaie de garder ça assez secret. Ludonova tient un filon assez bien là-dessus. Ludonova est un éditeur espagnol très, très performant depuis 5 ans. C'est d'ailleurs l'éditeur maison de notre cher Yves Tourigny. Les derniers jeux que Yves Tourigny a sortis depuis 5 ans, Cosmo Genesis, Arkham Noir,
et Cupcake Empire sont sortis chez Ludonova. Alors, Ludonova, et d'ailleurs, Ludonova a déjà 2 autres nouveautés de Knizia qui sont sorties dans les 2 dernières années, Sumatra et Babylonia, qui sont vraiment très bien. Mais je vais arrêter là. Ben, c'est bien correct. On aura le temps d'en reparler peut-être à la saison 10 de Balado Ludique. D'ailleurs, pour jouer dans le chat, il y a beaucoup de gens qui parlent de la caverne de Pierre, qui n'est pas la caverne d'Alibaba dans laquelle il range ses jeux, mais l'endroit dans lequel il a passé le confinement. Oui, alors il a pas bougé de là. Fait que ceux qui écoutent ça en podcast, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Vous allez voir justement Mais il y a quand même des jeux dans ma caverne ici, oui. Ouais, ok. Et JF stream dans son bain, c'est excellent. Super. Faut bien streamer quelque part. L'avantage d'avoir la caméra là. Hein? T'es relax, après t'es tout ratatiné, tout ça. Bon, sans plus tarder, on va recevoir notre premier invité. On a un genre de jingle qui est le même jingle que Balado Ludique, hein, donc on va activer ça. Et on l'amène dans la room. Alors, notre premier invité, nul autre que... Est-ce que je peux l'amener? Notre premier invité, le jeune prodige du Québec, auteur maintenant d'expérience, on peut plus dire si jeune, mais quand même, j'ai bien nommé Thomas Dagenais-L'Espérance. Allô, allô. Oh, salut. Yes. Salut Thomas, content de t'avoir pour le Beach Party. Nice, très content d'être là. Ouais, je voulais avoir comme une discussion avec vous. Mais c'est une discussion que j'ai déjà eue avec toi, Simon. Ok, nice. Mais je me suis dit qu'on pourrait reprendre, mais là en plus avec Pierre et Jean-François. J'espère que vous avez pas déjà eu cette discussion à l'émission. Ah, ben c'est bon, de toute façon. Un repeat. Donc une discussion sur la place du virtuel dans les jeux de société du futur, mais plus spécifiquement dans la création de jeux de société. Ouais, ok. Je pense pas qu'on en a tellement parlé, mais c'est un sujet d'actualité. Ouais, c'est ça. Tabletop Simulator, Tabletopia, toutes ces plateformes-là. C'est quoi la place que vous voyez dans les plateformes, dans le futur, suite à la pandémie? Comment ça risque d'affecter même le type de jeux qui vont être créés? Je pense pas que ça va affecter le type de jeu qui va être créé. Malgré le fait que c'est sûr que ça va être difficile de jouer sur ces plateformes-là à des jeux de bluff. Parce que les jeux de bluff... Ou tous les jeux d'ambiance. Ou tous les jeux d'ambiance, oui. C'est sûr que ces plateformes-là sont beaucoup mieux faites, mieux conçues pour des jeux arithmétiques, des jeux de gestion de ressources. Mais c'est indéniable que ça vient de bouleverser l'industrie. La preuve en est qu'Asmodée a acheté Board Game Arena. Donc, c'est quand même un changement majeur. Je dirais même que c'est un changement suffisamment majeur pour encore plus mettre les gens au fait des dernières nouveautés. Il y a des nouveautés, en fait, que moi j'ai joué avant qu'ils sortent sur le marché, sur des plateformes virtuelles. Et c'est comme ça que maintenant que en temps de pandémie, alors que je peux pas vraiment sortir, j'ai été capable quand même de faire ça, de voir les nouveautés avant que les gens jouent avec. Donc c'est assez démocratisant, je dirais. Ben ça met bien en intro. Je sais pas Thomas si t'avais toi un point que tu voulais starter ou tu voulais qu'on commence un peu freestyle comme ça. Je peux donner quelques réflexions. Tu sais, j'ai pas comme une comment dire un point comme final. J'ai pas comme la réponse à ça. Là. Mais oui, c'est sûr que j'ai des opinions parce que bon, tu sais, au début de la pandémie. Premièrement, très naïf que j'étais, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. J'ai un peu tardé avant de te lancer, de mettre mes trucs, de me lancer là-dedans. Mais là, en ce moment, évidemment, tous les tests se font à travers ça, même avec les éditeurs comme. Ouais, c'est ça. Donc évidemment, là, tout se fait à travers ça. Mais là, tu sais, comme tu le disais, Pierre, tu sais, tout ce qui est jeu de bluff, jeu d'ambiance, ça se développe moins bien. Mais ça veut aussi dire que pendant toute cette période-là. Il y a comme plein de jeux d'ambiance et de bluff qui seront soit pas développés ou pas bien développés. Donc
peut-être que dans le futur, à long terme, ça n'aura pas nécessairement d'impact sur les jeux qui seront édités, mais à court terme, j'aurais tendance à dire que oui. T'sais. Si comme toute la production globale des auteurs est diminuée dans un certain type de jeu, ça veut aussi dire que comme quelque part, plus tard, chez les éditeurs, ça va suivre une même tendance. Oui, mais en même temps, bon, vas-y, Jeff. Ben, dans le fond, c'est que ça va dépendre de ce qui arrive après. T'sais. Une fois qu'on va recommencer à avoir des conventions, c'est parce que tant que le monde du jeu, tant qu'on n'a pas de convention, le monde du jeu, société un peu en pause, ça change beaucoup de choses. Les jeux, ben, les compagnies qui éditent des jeux, ben, ils sont drivés par les événements, par les salons. Je dis pas que c'est la seule chose qu'ils font, mais c'est une des choses importantes pour eux, pour leur promotion de jeu. Mais là, quand t'as pas de ce genre de salon-là, quand t'as pas la possibilité de jouer avec 10 personnes, ben, c'est sûr qu'il y a une réduction. Est-ce que ça va avoir un impact à long terme? Je sais pas à quel point. Peut-être que ça va recommencer les jeux de party quand on va vraiment être en mesure de se réunir puis de faire d'être présent l'un avec l'autre. Mais pour l'instant, l'influence que ça a, à mon avis, c'est que ça met de l'avant les jeux à 1 et 2 joueurs. Oui, ça c'est sûr. Puis après, je pense aussi même en termes des jeux qui se vendent, puis ça c'est pas juste pour l'industrie du jeu de société, là, c'est pour plein d'autres industries, mais c'est beaucoup plus les titres, les classiques, c'est beaucoup plus les jeux qui viennent soit d'éditeurs qui ont déjà une réputation, ou des jeux avec des licences. Évidemment, si tu magasines sur Internet, t'as personne pour te conseiller des trucs un peu différents. L'algorithme des magasins Internet vont te proposer toujours les mêmes choses. Vont te proposer les titres les plus gros vendeurs. Les meilleurs vendeurs, ben ouais. Oui, c'est ça. Donc, puis ça, à tous les éditeurs à qui j'ai parlé, ça se remarque que ce qui se vend en ce moment, c'est ce qui marche bien marche encore mieux, ce qui marchait moyen marche beaucoup moins bien. Donc ça concentre l'argent vers certains titres. Donc, c'est aussi très dommageable pour une diversité au niveau des sorties de jeu. Puis j'avais aussi peut-être une réflexion, puis là vous pourrez comme dire ce que vous pensez de ça, mais même par rapport à la création de jeux, j'ai toujours un peu cette idée quand je suis sur Tabletop Simulator, tout ça, puis on crée une affaire, puis on le teste. Si on fait des jeux de société, c'est quand même ultimement pour avoir cette expérience du jeu physique, pour avoir cette expérience entre gens. Et là, je fais un jeu physique, un jeu de société, mais sur Tabletop Simulator, est-ce que je suis en train de faire un mauvais jeu vidéo? Puis par mauvais jeu vidéo, je veux dire, dans le fond, c'est comme un jeu vidéo qui est pas bien réalisé, tu sais. Un peu, pas évidemment que la mécanique peut être mauvaise ou bonne, mais on est en train d'avoir des expériences de jeux vidéo au final. Ouais, effectivement, ben c'est toute une réflexion. Là. Moi, j'ai noté quelques points. Je pourrais pas toutes les tacler rapidement comme ça. Je vais aller plus du côté de la création de jeu. Là. Justement, c'était comme la première question initiale. C'est sûr que ça va affecter le développement des jeux. C'est dur de voir à quel point. Justement, je pense que les gens qui aimaient déjà faire des jeux physiques vont revenir rapidement à ça. Mais une chose qui m'a vraiment frappé, c'est la rapidité à laquelle on peut sortir un prototype et le tester avec des gens de partout dans le monde. Ce qui était vraiment pas possible d'être fait avant. Là, je veux pas dire comme c'est positif, c'est négatif. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Pour moi, ça, c'est le point positif. Là. Avant la pandémie, là, comme 6 mois avant la pandémie, je m'étais full equip en matériel de prototypage. J'avais du carton, du foam core, de la bonne colle, une nouvelle imprimante, des trucs pour faire les coins ronds, des punches d'un pouce. J'avais tout ce qu'il fallait. Ce matériel-là n'est pas sorti depuis le mois de mars l'année passée. C'est un peu triste, là, mais j'y ai pas touché une fois. Par contre, je me rends compte à quel point tu peux vite sortir un prototype, le tester et le tester avec des gens d'un peu partout. Si ton groupe de testeurs il est pas nécessairement toujours disponible, il est pas nécessairement toujours proche de toi, mais le fait de pouvoir tester avec quelqu'un en Abitibi en 10 minutes, c'est vraiment intéressant. Par contre, un point... Oui, mais est-ce que le jeu que tu es en train de tester, c'est le jeu que tu es en train vraiment de créer? Ça, c'est l'autre question. Parce que là, tu disais, est-ce qu'on est en train de faire un mauvais jeu vidéo? Je sais pas exactement cette réponse-là, mais au-delà de ça, c'est que ça se peut que ton jeu
il va jamais sortir sans que quelqu'un l'ait testé physiquement, mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas le tester physiquement, puis tu vas te rendre compte, oh merde, si ça se joue vraiment pas comme je pensais, puis là, manipuler les cartes ici, ça marche vraiment pas bien, puis telle affaire comme ça. Fait que tu vas comme pogner pas des mauvais plis, mais c'est vrai que ton jeu n'aura pas été testé dans le physique, puis ça, c'est essentiel à un certain point qu'il le soit. Je pense que oui, c'est un peu le danger de se dire, est-ce qu'un jeu, il faut falloir qu'il soit testé physiquement, parce que des fois, il y a comme des fausses illusions qui peuvent se créer dans le virtuel. Après, la façon dont Tabletop Simulator est fait, t'as quand même un côté réalité virtuelle que tu peux filer quand même le jeu, comment il va se passer par la suite, contrairement à des sites comme mettons Board Game Arena. Anecdote, après ça je repasse la parole, mais on a fait le party de Noël, notre party de Noël de groupe de testeurs sur Tabletop Simulator, ok? Et de toutes les parties de Noël que j'ai fait en virtuel cette année, c'était le seul qui avait du sens puis qui était intéressant, parce qu'on était quand même autour d'une table ensemble, puis on pouvait toucher des objets ensemble, puis je me sentais plus dans la réalité que quand je suis sur Zoom avec quelqu'un, tu sais. Parce que t'as l'espèce de côté, après ça il y a une adaptation à faire, mais quand tu commences à être habitué, t'oublies des fois que t'es dans le monde virtuel. Tu sais, avoir des gants, des lunettes, puis tu serais en train de jouer à un jeu vidéo, là. Fait que, en train de jouer à un jeu de société, là. Puis, je sais pas si... C'est parce que moi, je trouve que le problème est un peu inverse. C'est-à-dire que c'est dur de créer un jeu quand ta façon de le tester, c'est sur Tabletop Simulator. Surtout quand tu veux créer un jeu de cartes ou un jeu. C'est qu'il y a, à mon avis, je trouve qu'il y a des jeux sur Tabletop Simulator qui se jouent bien en virtuel, puis d'autres qui se jouent vraiment pas bien. L'exemple, c'est de quand il y a beaucoup d'informations en même temps, qu'il faut que tu regardes tes cartes, le plateau, d'autres éléments. C'est vraiment horrible pour moi. Puis c'est des jeux que généralement, j'adore ça. Puis c'est vraiment simple à faire, à jouer en vrai. Sauf qu'en virtuel, c'est l'enfer. Donc, est-ce que ça te limite dans ta création? Est-ce que tu vas continuer à faire des jeux comme ça alors que tu peux pas le tester avec la technique, disons, en ce moment où ça rend le test plus difficile? Fait que moi, c'est plus l'inverse. Est-ce que Tabletop Simulator met pas des limites à la création de sorte que, on va vouloir faire quelque chose qui marche, de vouloir le tester, donc on va y aller avec les contraintes un peu de tabletop. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que oui. Ouais. Ce jeu-là s'adapte pas bien sur Tabletop Simulator, fait que je le ferai pas, je vais en tester un autre à la place. Ouais. Faire des roll and write, plus facile. Ouais, je crois que l'outil de crayon, il est pas si simple, mais c'est vrai que ça marche bien. Mais c'est sûr que ça peut influencer, mais un peu comme toutes les contraintes vont influencer les jeux que tu vas faire. T'sais, si ton groupe, en temps de pandémie, les gens qui testent pas sur Tabletop Simulator, ils font des jeux à 2 ou solo, parce que c'est un peu seulement ce qu'ils peuvent tester, tu sais. C'est sûr qu'un auteur va aller vers ce qu'il peut tester. T'sais, si tu as accès à une garderie pour enfants puis tu fais des jeux pour enfants, ça va être plus facile. T'sais, là, je pousse un peu la réflexion. Oui, Thomas? Oui, je voulais juste... je suis tout à fait d'accord. Mais ces contraintes-là, c'est quand même des contraintes de jeu de société. Tu fais un jeu, qui est une garderie pour enfants, tu fais un jeu pour enfants. OK, ouais. Oui, ça te contraint sur ton type de création, mais ce que tu testes, c'est quand même ton produit que tu essaies de vendre, ou ton art que tu essaies de créer, ou tu testes ce que tu essaies de faire. Il y a quand même, je pense, une différence entre la création par le virtuel pour le virtuel et pour quelque chose qui n'est pas supposé l'être. Là, prends pas une très bonne analogie, là, mais admettons que tu donnes des cours de peinture à quelqu'un puis tu les fais dans Photoshop. Oui, mais non. Quand tu vas arriver avec la peinture à l'huile, tu vas voir que ça sera pas la même chose. Il y aura des trucs que tu vas pouvoir transposer, tu sais, c'est quand même un art visuel, puis il y a plein de choses qui vont marcher. Le médium est différent, hein, donc mais c'est pas le même médium. Puis t'es quand même, genre, je te donne des cours de peinture à l'huile sur Photoshop. C'est quand même un peu ça, j'ai l'impression. Ben c'est une belle analogie, effectivement. Là après, ça amène toute la question, qu'est-ce qui est un jeu de société, tu sais? Puis je veux pas qu'on tombe trop dans l'analyse des jeux même virtuels, parce que dans le chat, on a parlé, mettons, de Donnyrim, tous les jeux qui sont sur application, tu sais. Est-ce que c'est encore un jeu de société ou ça l'est plus? C'est ça la question, quand même. Mais ma question, c'est Jackbox Party, tu sais.
Ça, c'est pas un jeu de société, mais c'est un jeu de party qui a remplacé un peu les jeux de société de party en temps de pandémie, non? Oui, effectivement, mais là, ça, c'est comme l'exemple, justement, de... C'est pas un mauvais jeu de vidéo. T'sais, c'est pas un mauvais jeu vidéo, c'est pas un mauvais jeu de société. C'est un jeu, on pourrait pratiquement dire hybride. Là. Tu joues, c'est du local, du gaming local, mais assisté par ordinateur. Fait que, pour moi, c'est quand même clair. Mais tu sais, mettons qu'on joue, justement, à... Je sais pas, à un jeu sur Tabletop Simulator. Mais là, est-ce qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo, ou comme dit Thomas, un mauvais jeu vidéo, ou on est en train de jouer à un jeu de société sur une plateforme virtuelle? Quand on joue sur Board Game Arena, puis que je joue, mettons, à Innovation ou à Season, est-ce que je suis en train de jouer vraiment à Innovation ou à Season, ou pas vraiment? C'est une question intéressante là, qui est un peu peut-être large là, à répondre. Là. Mais Ouais, surtout qu'il nous reste juste 2 minutes, fait que il faudrait faire un overview déjà. Peut-être Pierre. Ouais, Pierre. Ouais, Pierre, qu'est-ce que tu penses? Ben, je pense qu'on galvaude pas mal l'expression jeu de société. À la base, le jeu de société, c'est arrivé au 17e siècle, l'expression, à cause des Français qui faisaient beaucoup de références aux petits jeux de mots qui pouvaient se faire entre eux dans la noblesse. 18e siècle surtout, en fait, je dirais, quand Louis XIV est parti. Les Français, en fait, ont mêlé les jeux de plateau aux jeux de société à partir du 19e siècle, quand l'industrie des jeux a commencé à naître. Et puis là, le jeu de société est resté plus que le jeu de plateau pour la France. Mais en tant que tel, le jeu de société, ça épouse très bien le concept de Jack Brew. Jack Brew, dans le fond, c'est ce que les Français faisaient au 18e siècle parmi les nobles, mais avec un format de notre temps, dans le fond. Et avec une démocratisation aussi, parce que bon, les gens maintenant ont plus accès à ce que les nobles avaient accès il y a 300 ans. Donc, je pense que le jeu de société, ça peut quand même aller loin. Quant à savoir si le virtuel est en train de nous nuire, je pense plutôt qu'il est simplement en train de nous faire voir d'autres facettes de comment on peut faire ça. Mais je suis pas inquiet pour les parties de l'industrie qui vont en souffrir. Les jeux de déduction ont attendu 50 ans avant de décoller. Et là, c'est la folie furieuse à cause des Chinois puis leur escape room qui nous ont propagé ça à travers le monde. Donc, je pense que le taux. Je pensais qu'elle allait parler de la COVID pis tout, là, mais. Ah non, la COVID. Ah, faut pas parler de ça, ok. Oui, ben c'est un bon point parce que est-ce que les gens créent des jeux ou est-ce qu'ils créent des jeux de société ou c'est quoi la différence entre un jeu de société hybride dans un jeu de société? Est-ce qu'au final c'est des jeux? Là, nous on a tendance à vouloir vraiment mettre ça dans des petites cases, mais ça reste que ça fait je sais pas combien de temps que je dis sur les ondes de balado ludique que la frontière entre le jeu de virtuel et le jeu vidéo et le jeu de société va être de plus en plus floue. Puis on dirait que la COVID a juste accéléré ça avec quelque chose comme Tabletop Simulator qui était vraiment pas utilisé avant puis maintenant qui est comme un outil pratiquement incontournable. Mais j'abonde vraiment dans le sens que ça peut j'espère que ça limitera pas les créateurs puis c'est vrai qu'il y a des jeux malheureusement qui sont pratiquement impossibles à tester de la bonne façon en virtuel. Ouais, comme un jeu de dextérité, entre autres. Et effectivement, t'as beau avoir l'outil de pifinote pis tout, ça sera pas pareil, parce que tu vas t'habituer à l'outil virtuel, mais quand tu vas arriver dans la vraie vie, ça sera pas identique, là, effectivement. C'est les jeux de dextérité vont avoir la vie dure dans les 2-3 prochaines années, je pense. Ben en fait ça passe tellement vite, ça passe vraiment vite, c'est toute une question. Puis j'aime bien le fait que là l'angle qui était choisi justement par Thomas c'était comment ça va affecter la création et pas nécessairement est-ce que là en fait on a dévié un peu puis on a parlé mais c'est vrai qu'au niveau de la création ça change beaucoup de choses puis après je pense quand même que ça devient un genre d'incontournable même post-Covid pour tester un jeu avec un éditeur qui se trouve à l'autre bout du monde. Il y a quand même une certaine facilité qu'il n'y avait pas avant. C'est sûr que quand t'es à SN puis tu les vois toutes, ok c'est bien mais il y a quand même une certaine souplesse qui permet au moins d'avoir une idée de l'expérience du jeu. Malgré tout il y a des jeux qui se feront pas bien. Thomas peut-être cette situation juste pour finir de cette situation-là disons accélérer un peu le processus qui était déjà en cours parce que des gens qui testaient sur
Tabletop ou Tabletopia. Il y en avait, mais c'était très très peu. Moi, j'avais déjà fait des tests avant là-dessus, mais c'était pas encore super connu autant des auteurs que des éditeurs. Et ben, la COVID a forcé tout le monde à se forcer, en fait, à se donner le petit coup qui manquait pour dépasser la limite de Tabletop Simulator du fait que l'UI est un peu vieillot et que c'est un peu, ça a l'air un peu sketch, pour se rendre compte que finalement, quand on s'habitue, l'outil est très accessible et très utile, et encore plus pour le test, surtout que c'est vraiment facile l'intégration, de créer des nouveaux jeux puis de le partager. Donc ça c'est, en tout cas pour moi, très positif. Ça a un impact positif pour le futur. C'est pas quelque chose qui va arrêter après, justement, quand on teste ou on parle avec des gens de un peu partout dans le monde. Ben, c'est très très pratique de faire ça. Tu peux faire des tests plus facilement avec ton éditeur, même s'il est en France, même si tu es aux États-Unis. Donc, grosse influence positive tant qu'à moi à ce niveau-là. Après, oui, il va probablement avoir une influence sur les jeux qui sortent pendant cette période-là. Je sais pas à quel point ça va influencer sur les jeux quand on va après la pandémie. Je pense qu'on va revenir sur une courbe plus normale, mais c'est dur à évaluer jusqu'à maintenant. Parfait. Ben Thomas, peut-être une petite conclusion là-dessus. C'est quoi ta réflexion maintenant après cette conversation? C'est quoi la réponse? La bonne réponse, c'est A. 42. C'est 42, ouais. Non, tu sais, je voulais pas arriver avec... en fait, mon intention était pas nécessairement de dire que c'était juste du mal, puis de faire un peu le réactionnaire de comme la technologie... Dans mon temps, il y avait des jeux en carton! Détruire nos traditions. Dans mon temps, on testait toutes les lundis en personne! Non, tu sais, je reconnais tout à fait qu'il y a comme plein de points positifs, puis c'est vrai que comme faire des jeux, c'est vraiment plus vite, là. Tu sais, je me rappelle, tu sais, à chaque lundi, justement, que je faisais comme une nouvelle version, puis je réimprimais du carton, puis je réimprimais des affaires, puis je redécoupais, puis bon, tu sais, ben, il peut y avoir des fois un certain plaisir dans le rituel, là, mais c'est sûr que ça a beaucoup réduit mes dépenses, mettons, de prototypage. Ça a beaucoup réduit le temps. Puis effectivement, il y a probablement des jeux pour lesquels c'est très correct, là, mais bon, c'était plus d'amener une espèce de réflexion par rapport à ça. Puis effectivement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais j'ai quand même l'impression que l'impact de la pandémie va pas se limiter à juste comme cette année ou au moment où on va être vacciné, ben soudainement. Je pense que ça va perdurer pendant comme pas mal d'années, l'impact que la pandémie aura eu. C'est très très possible, effectivement. Ben là, on t'a invité pour que tu nous parles d'un sujet que tu avais apporté, que tu trouvais important. Quand même, rapidement, en terminant, est-ce qu'il y a des choses dans l'univers du jeu qui se sont passées pour le jeune prodige Thomas Dagenais-L'Espérance en 2020-2021? Est-ce qu'il y a des nouveaux jeux, des nouveaux projets? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient de ton côté? Que tu as le droit de nous dire? Il y a des trucs qui s'en viennent, mais ça a tout été pas mal repoussé à l'année prochaine. OK. Parce que sinon, je pense que j'aurais eu des sorties en 2021. Parce que là, j'ai 4 jeux en ce moment en développement avec différents éditeurs. Wow! OK. Puis, le virtuel, ça paye? Puis j'espère un 5e, peut-être. En tout cas, à voir. Mais c'est ça, je pense qu'il n'y a rien qui va sortir cette année finalement. Là. Ok, ben c'est ça en affecte. Fin d'année. Ok, bon, tu souhaite la meilleure des chances là-dessus. Quand même, on voit malgré tout que ça t'a pas trop ralenti. Là. C'est sûr que t'étais sur un bel élan, puis j'imagine que ça aurait été le fun quand même que tes jeux voient le jour, là, puis que tu puisses les tester avec les gens dans des conventions. Ça, c'est très, très dommage. C'est probablement la plus grande tristesse en ce moment pour l'industrie, là, le manque de contact avec le grand public. Là. Ouais, absolument. Ouais, ça c'est ça. Bon ben Thomas, merci beaucoup, ça fut bref mais très agréable. Merci d'avoir été là. On te souhaite une très très bonne journée et on se reparle très bientôt. J'espère saison 10, on fera un topo là-dessus. Je pense que les jeux virtuels, il y a beaucoup à dire. Oui, certainement. Merci, bonne journée. Ciao.
Salut Thomas. Oh, et on enchaîne les invités parce qu'on n'a pas le temps de revert sur tout le monde. On n'a pas beaucoup de temps. Vite, on est en retard. Alors, notre prochaine invitée, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue plusieurs fois. Elle est apparue à notre micro par le passé. Elle a été sur toutes les tribunes dans la dernière année. Bien entendu, il s'agit de l'unique, seul et unique, inimitable Ludipsy, Psyludique, BD Elsa. Bienvenue à toi. Alors, je pense que t'es encore sur mute, webcam éteinte, ça s'en vient. Oui. Bonsoir, bonjour plutôt. Oui, bonjour. Allô. Bonjour, Elsa. Alors, tous en cœur, ma chère Elsa, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mais c'est pour Ludipsy, en réalité, qu'on devrait chanter. Mais je crois que cette affaire, il y a pas longtemps, mais en réalité, c'est surtout l'anniversaire de Ludipsy. Oui, parce que sa fête, je pense que c'est dans un mois. Ah, ok, bon. Exactement. C'est ça, on se prend un peu d'avance, mais ça fait 1 an que, approximativement, bien entendu, que Ludipsy existe, que tu t'es lancé dans les médias indépendants du jeu de société avec un angle vraiment intéressant et unique qui est l'angle psychologique des jeux au sens très large. Bien entendu, avec l'année aussi, t'as raffiné, t'as étendu ce spectre-là, t'as touché à plusieurs choses qui n'étaient pas directement la psychologie, mais particulièrement la place des femmes dans le jeu, le développement, les jeux éducatifs. Donc, t'as vraiment touché à beaucoup de choses. Merci beaucoup d'être là pour le Beach Party! Wouhou! Thématique avec la journée d'aujourd'hui, je trouve. Ben oui, c'est ça, exactement. On atteint-tu 20 degrés? Oh, 17 bon moment degrés. pour tout être en dedans ensemble. Oui, c'est Ouais. Check Pierre, lui, il a dit, moi, je me mets dans mon sol, je ferme les fenêtres, comme ça, au moins, je serai pas triste. ouais. Avec les flocons de neige, je pense que ton bras derrière. Ouais. Yes. Super. Fait que, donc, on t'a invité principalement pour parler de ça, pour faire une genre de rétrospective de ton année, que tu nous parles un peu de ton expérience, puis, ça nous permettra sûrement de parler de plein de petites choses en cours de route. On est assez limité dans le temps, comme tu peux voir, malheureusement. On aurait aimé te parler pendant 1h30. Ça sera pour la saison 10, 11 ou 12. Mais là, on va essayer juste de faire un survol rapide. Je pense que c'est important. On voulait souligner justement cette année. Alors, question assez simple et toute bête. Résume-nous donc ça en quelques mots, ton année dans l'univers des médias indépendants du jeu de société au Québec. Oh, ouais, oui, d'accord, de manière résumée. Tu l'as nommé, ça fait 1 an, en fait le 7 avril, là, ça a l'air que ça fait 1 an que j'ai créé Ludipsy et Psyludique. Ça a commencé par le désir de vouloir combiner ma profession en psychologie et le jeu, la ludification et le jeu de manière très très large au départ. Au départ, j'avais toujours rêvé je m'étais dit une fois que je deviendrais psychologue, je veux faire un blog, donc avec des articles où je combinerais, j'ai toujours aimé écrire. Donc ça a commencé comme ça, avec le blog. Puis par la suite, Mixil en a parlé un peu dans Sophie de Mixil en a parlé un peu dans une vidéo qu'elle a faite, mais on s'est auto-motivé au départ quand on a comme co-créé chacun de notre côté nos chaînes respectives, et elle a lancé l'idée de faire des podcasts. Je connaissais vraiment rien à ça, donc je suis partie vraiment de zéro. J'étais là avec mon petit matériel au départ. On cherchait des plateformes gratuites pour faire hoster, héberger nos podcasts. Donc ça s'est transformé en podcast collaboratif. Notamment, j'ai commencé beaucoup avec David, le professeur Board Game, qui est un super mentor qui nous a coachés, qui nous a guidés, il nous a vraiment beaucoup aidés, donc merci David. Tu fais bien de le mentionner. D'ailleurs, David, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans les médias indépendants du jeu de société québécois, c'est toujours un des premiers à aller à leur rencontre. D'ailleurs, c'est le premier qui était venu à notre rencontre aussi. Fait que, effectivement, un beau cœur pour David. Merci beaucoup. Il est vraiment génial. Puis, par la suite, ça a évolué. J'étais comme, OK, j'aimerais ça faire différentes sortes de contenus. J'ai toujours aimé aussi l'aspect un peu plus journalistique, autant au niveau des articles que des entrevues. Donc, je me suis orientée vers ça. Donc là, j'ai la chaîne YouTube aussi de Ludipsy où je suis principalement active en ce moment là-dessus, combinée avec les podcasts et les articles.
cycle, mais j'adore faire des séries. Qu'est-ce que je trouve très intéressant avec le profil de créatrice de contenu, c'est que tu peux vraiment laisser aller ton imagination et t'as pas nécessairement de limite, entre guillemets. Donc, quand j'ai une idée de série, je la pars, notamment La place des femmes et plus dans le domaine du jeu que j'ai parti. Je suis rendue à la saison 2, ça continue. Fin avril, je vais partir la série Jeux de rôle en bref. Donc, j'ai fait des entrevues au cours des derniers mois avec des rôlistes, des meneurs et des meneuses de jeux et des créateurs de jeux de rôle ça va être des courtes capsules où est-ce qu'ils vont nous présenter leurs jeux de rôle puis d'expliquer c'est quoi les différents systèmes qui peuvent exister parce qu'il n'y a pas juste Donjon Dragon c'est l'élément central très connu, mais il y a toutes sortes de différents systèmes de jeux de rôle, donc ça qui va partir en avril. Puis sinon en ce moment aussi je collabore pour faire des analyses de jeux de société plus enfants-famille que je décortique et que j'essaie d'associer avec le développement cognitif. J'ai notamment parlé avec Annick Pelletier qui est orthopédagogue mais qui est très connue. Puis c'est super intéressant. Je vais faire la formation qu'elle offre pour justement comme peaufiner mes connaissances sur l'analyse des jeux puis leur intégration dans l'intervention. Donc c'est vraiment c'est une combinaison de tout ça, là. C'est vraiment autant pour perfectionner ma propre profession en psychologie, pour intégrer vraiment plus le jeu dans le domaine de la psychologie puis de l'intervention, mais aussi partager des connaissances, j'adore le travail collaboratif comme on est en train de faire aujourd'hui. Je trouve que les échanges entre créateurs de contenu, joueurs, joueuses, youtubeurs, etc. sont super intéressants puis c'est extrêmement enrichissant. Donc, il y a ça que j'aime beaucoup faire. Et des entrevues aussi avec des créateurs de jeux de société, ça j'adore ça. Vous m'inspirez énormément. Ouais, ben d'ailleurs t'es très actif sur le groupe Création de jeux de société Québec, là. Souvent on voit tes commentaires qui sont là, fait que ça c'est vraiment très très bien aussi. En fait, faut dire que t'es pas mal active à toutes les places où on peut trouver du jeu de société au Québec. Un peu tous les groupes, t'es là, tu dis justement multidisciplinaire, écriture, vidéo, audio, podcast. Donc vraiment t'es arrivé dans le truc et t'étais pas là pour niaiser. Le fait probablement que ça rejoint ta profession de base, j'imagine qu'il y a une espèce de synergie qui se crée là-dedans. Puis là, justement, tu rencontres des gens comme Annick Pelletier, fait que là ça vient vraiment comme des vases qui se transversent l'un dans l'autre, là. Oui, ben au départ, j'orientais ça très vers l'intervention. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment très, très, très peu d'intervenants en santé mentale qui intégraient le jeu. Que ce soit jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle. Donc, j'ai fait comme, je vais pas aller loin si je m'en vais dans cette directive. Donc, je vais aller chercher l'expérience concrète des joueurs, joueuses, créateurs, créatrices de contenu. Puis, j'ai plutôt comme créer un petit chemin où, tu sais, vraiment aller comme à partir du pratique vers le théorique plutôt du théorique vers le pratique. Donc, j'apprends beaucoup à travers toute la communauté de joueurs, joueuses. Et là, après ça, mon optique, c'est de voir comment intégrer ça dans la pratique plus concrète, là. Concrète, c'est ça, exactement. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais déjà un peu, l'intégration plus concrète? Parce que peut-être j'ai pas vu ça, mais j'ai comme pas vu nécessairement rien passer par rapport à cet aspect-là. Est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà fait puis qu'on a manqué ou... C'était dans mon intervention clinique? Je veux dire, en fait, après de faire le retour du balancier, fait que de s'inspirer, après d'aller en clinique et de revenir partager ces expériences-là dans un podcast ou dans une vidéo, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ou... Ah non, c'est intéressant effectivement de faire des partages plus de ce qui se passe directement en clinique. Ben, comme tu dis, il y a peu d'intervenants, intervenantes qui le font, fait que déjà tu serais comme un peu une des seules probablement qui aurait cet écho-là en fait de qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'intervention, là. Effectivement, puis il y a une chose que j'aime bien rappeler et nommer, c'est que je fais aussi partie d'un ordre professionnel, donc il faut faire, c'est très... délicat comme situation aussi quand on part des expériences cliniques vers le contenu médiatique, de faire attention il faut pas qu'une personne qui écoute ça puisse reconnaître ou s'identifier, donc c'est plus délicat de l'autre sens. Par contre, je peux pas nommer trop de choses, mais je suis en processus au niveau de la recherche, de collaborer, d'essayer de mettre en place comment on pourrait intégrer, exemple, les jeux de société puis les jeux de rôle plus dans la recherche, puis mettre en place concrètement des outils
pour les intervenants. Donc, je me sers tout ce qu'on discute, tout ce que les joueurs communiquent, tout ce que les joueurs... ça mijote ici, puis c'est en train de se mettre en place, mais plus dans une perspective théorique, scientifique. Scientifique, ouais. Mais l'optique à long terme, c'est de créer des outils concrets pour les intervenants. Donc ça, j'ai vraiment hâte. C'est un projet qui se construit en ce moment. Ah, ben ça, c'est très cool. Puis d'ailleurs, je pense qu'à Montréal et au Québec en général, on a quand même une belle communauté scientifique là, par rapport aux jeux. On le voit d'ailleurs à Montréal Joue chaque année là, dans la journée de réflexion. J'imagine que bientôt, tu vas être invité à parler durant ces journées-là. Donc, l'année prochaine, peut-être. Là. Je sais que pour Montréal Joue, j'ai organisé plusieurs entrevues avec des experts puis des professionnels pour Montréal Joue cette année. Ben oui. Ouais, d'ailleurs, on a vu ça rouler, là, des vidéos de Ludipsy chaque jour pendant Montréal Joue. Comment c'était? Ouais. C'était intense. C'était intense. J'ai été épuisée par la suite. Avec Margot, justement, on a fait une série puis ça a demandé de la préparation. C'était du cardio. Ah ben c'est clair que tout cet effort-là, les gens le réalisent pas des fois, puis on va peut-être aller un peu plus dans le côté justement derrière la caméra si on veut, tu sais, c'est énormément de travail, monter des séries, monter des capsules, faire le montage, faire l'enregistrement, la préparation, tout ça. Comment t'arrives à jongler avec tout ça en fait? Très bonne question. Alors, c'est là que je vais apporter un petit concept de santé mentale et de bien-être, les piliers de vie. Faut voir un peu notre vie comme une maison sur pilotis. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est beau à voir. Il y a comme différents piliers qui font en sorte que la maison se maintienne et qu'elle est solide. Ces piliers-là, ça peut être, exemple, le pilier de la famille. Famille incluant famille proche, éloignée, relations de couple. Tout ce qui est l'aspect travail, école. Tout ce qui est l'aspect social, donc les relations interpersonnelles, les loisirs et le temps personnel qu'on oublie souvent. Alors, pour que notre vie soit quand même équilibrée, il faut qu'on investisse du temps et de l'énergie d'à peu près de manière équilibrée dans ces piliers-là. Ce qui se passe quand on met juste du temps et de l'énergie dans un seul pilier, il y a un énorme déséquilibre et voilà, et là ça part au vent. Donc j'essaie toujours de garder cette image-là en tête dans ma vie, puis souvent, le plus souvent possible, le matin, exemple, quand je me réveille, je me dis, OK, ça ressemble à quoi en ce moment? Est-ce que je sens que j'ai des piliers qui sont vraiment déséquilibrés? En ce moment, exemple, c'est sûr, le social puis les loisirs sont plus déséquilibrés. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sports. Je faisais de l'escalade, j'en fais plus. Puis non, dis-moi pas ça, l'escalade. Oh c'est la plus grande tristesse en ce moment. Donc, on a des petits deuils à faire, mais j'essaie toujours d'investir et de trouver un équilibre. Ça m'est arrivé après Montréal Joue, j'étais vraiment trop dans Ludipsy, fait que j'ai dû un déséquilibre intense. Donc j'ai essayé de réinvestir du temps dans ma famille, de réinvestir du temps personnel. J'étais épuisée, j'avais juste le goût de m'isoler puis d'être dans ma cave, puis de passer du temps, exemple, dans des loisirs, mais plus en dehors de l'écran, de la télévision. Donc, je garde toujours en tête cette image-là, c'est ce qui me permet le plus possible de m'orienter quand je sens que je suis déséquilibrée, que je commence à être fatiguée, épuisée, etc. Donc, j'essaie toujours de fonctionner comme ça. C'est une petite image que j'aime bien partager. Très bon truc. Cette maison-là. Donc, en gros, c'est ça qui m'aide. Excuse-moi. Oui. Non, vas-y, tu voulais continuer. En gros, c'est ça qui m'aide. Donc, c'est l'équilibre. Puis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'entraîner. Donc, je m'entraîne. J'essaie d'aller dehors beaucoup ces temps-ci. Puis, de, bien sûr, diversifier mes intérêts. Ça veut dire, j'adore Ludipsy. Je passe beaucoup de temps parce que ça me valorise énormément. Puis, je suis fière, satisfaite de ça. Mais, je sais, je suis quelqu'un qui à la base, qui n'aime pas tant être assis devant un ordi. Donc, j'essaie tous les jours de bouger, m'entraîner, marcher ou autre pour équilibrer. Là. En fait, je me demandais, est-ce que la pandémie a changé un peu la vision que tu avais? Est-ce que c'est à cause de la pandémie que tu as parti ça? Est-ce que ça a eu une certaine influence sur comment ça s'est développé? J'imagine que oui. Oui, c'est une très bonne question. Parce que à la base, c'est la pandémie qui a fait en sorte que j'ai eu le temps pour partir le projet. Okay. Donc, ça va peut-être paraître un peu étrange dit comme ça, mais en avril l'année dernière, au début de la pandémie, il y a eu vraiment une baisse des demandes. Parce que je travaille comme psychologue clinique, donc travailleur autonome. Il y a une baisse des demandes. Je pense que c'est à cause d'aspects financiers, puis que les gens ne savaient pas trop étaient un peu mal à l'aise aussi. Donc, j'ai eu plus de temps libre, parce que j'avais moins de clientèle.
Et c'est un projet Ludipsy, pas Ludipsy en tant que tel, mais de travailler dans le domaine du jeu que j'ai développé durant ma maîtrise en communication internationale. J'avais Maude Bonenfant comme professeure, puis elle m'a inspirée, elle est très inspirante comme personne. Et là, c'est ça, bref, j'ai eu le temps, en fait. Donc, j'avais du temps libre et je suis quelqu'un qui a de la difficulté à ne rien faire. Donc, j'avais du temps, j'avais de l'énergie, puis j'ai décidé de créer un blog du jour au lendemain, bang, et c'est là que c'est parti. Décision impulsive, donc, des fois, c'est la bonne chose, hein? Et voilà. Donc, ça a une grosse influence, finalement, la pandémie, hein? Il y a du positif. Oui, tout à fait. Exactement. Puis, mine de rien, pour moi, la pandémie... pas la pandémie, mais Ludipsy, dans la pandémie, m'a permis d'aller répondre à ce besoin-là, le pilier social et loisir. Donc, ça m'a permis vraiment de me rapprocher de mes loisirs plus inactifs physiquement, on va le dire ainsi, gamer, jouer aux jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle aussi, que j'ai fait beaucoup. Puis, ça m'a permis beaucoup de socialiser. J'ai jamais autant parlé et rencontré de nouvelles personnes que depuis 1 an avec Ludipsy. Ouais, ben ça, tu l'exprimes comme ça, je pense que c'est assez paradoxal, mais effectivement, la communauté, il y a eu beaucoup de liens qui se sont tissés entre différentes personnes qui se connaissaient pas nécessairement avant, puis qui habitaient loin, ou qui avaient peu d'occasions. Puis avant, faire des rencontres virtuelles, c'était pas nécessairement si cool, tu sais. Maintenant, t'es obligé, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va rester aussi de ça, de se rappeler qu'on peut connecter quand même à ce niveau-là assez facilement, là. Oui, puis je trouve ça particulièrement intéressant parce que justement, ça permet de connecter avec des gens que tu vas peut-être pas rencontrer en personne. Bon, mis à part peut-être dans les festivals et autres, mais en ce moment, il y a plein de personnes qui habitent très très loin avec qui je communique. En ce moment, j'ai beaucoup de collaborations avec des personnes en Europe que peut-être je n'ai jamais rencontrées en personne, mais que là, ça permet de faire des belles collaborations. Ouais, ben effectivement, ça crée ça rapproche les gens, étonnamment, là, mais bon, ça sera à discuter en détail. Bon, t'as fait plein de choses, plein de dossiers, plein de trucs, t'en as nommé plein. Peux-tu nous en nommer un, là, particulièrement, qui t'a comme, pas chamboulé, mais tu sais, que t'étais vraiment, t'as découvert quelque chose, tu t'attendais pas à ça, qu'est-ce qui, une espèce un dossier clé, là, dans ton programme, on va dire. Oh wow, c'est une bonne question. Mon Dieu. À chaque fois que je termine une entrevue avec quelqu'un, je suis comme wow, c'est tellement intéressant, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. À chaque fois, je suis comme oh, veux-tu devenir mon ami? Dans ce sens que j'adore les gens avec qui je collabore. Je suis comme mon Dieu, ils sont tellement intéressants. En fait, je vais pas du tout répondre à ta question, mais... je le vois, là. Je commence à comprendre. Là. Mais sinon... Mais non, les entrevues en général. Bref, je me suis rendu compte que j'aimais interviewer les gens, les mettre de l'avant, leur poser des questions, leur permettre de s'exprimer. C'est un beau moment de valorisation aussi de tout le parcours des gens. J'ai parlé tellement avec différentes personnes. Juste avant le podcast, j'ai fait une entrevue avec une personne. Puis j'ai découvert, c'est super intéressant qu'est-ce qu'elle fait. Donc j'aime juste ça, apprendre à découvrir les personnes. Donc discuter puis apprendre. J'apprends beaucoup à travers les gens, donc je trouve que c'est une belle relation qui se crée. Donc je dirais mes entrevues en général. Mais sinon, j'aime bien le projet La place des femmes et plus dans le domaine du jeu parce que je me suis rendu compte au début, j'étais comme ok, il va y avoir comme 4-5 gros max entrevues. Puis finalement, là, je suis rendue avec une 20aine de préenregistrés. Parce qu'il y en a des femmes québécoises impliquées dans le domaine du jeu de rôle, jeux vidéo, jeux de société. Puis j'aime ça en découvrir. En fait, c'est ça, j'aime ça en découvrir à chaque semaine. Je suis comme, ah, il y a elle, wow, pourquoi je la connaissais pas? Comment ça? J'ai jamais entendu parler d'elle. Puis pouf, comme ça, de fil en aiguille. Ben, je suis content que tu parles de cette série en particulier parce que je trouve que c'est une série vraiment intéressante, vraiment importante aussi encore plus à l'époque à laquelle on est. Bon, tu sais, toi, t'es une femme dans le domaine du jeu de société, du jeu en fait en général. Et puis là, c'est une question, je sais pas exactement c'est quoi ma question, là, j'essaie de la penser en même temps que je la pose, mais c'est...
tu dirais que c'est quoi un peu le topo de la place des femmes dans le jeu de société? On va essayer de se limiter au jeu de société parce que c'est un peu ça qu'on fait au Québec. Est-ce que tu sais, la place est correcte autant dans les groupes de jeux que dans la communauté des... Ben, en tant que créatrice de contenu, comment tu vois ça, mais en tant que créatrice de jeux aussi, c'est quoi un peu comme le topo rapide que tu peux nous dire? Quelles sont les prochaines étapes vers quoi on s'en va? Puis un peu un petit résumé de la situation. L'observation qui ressort beaucoup, c'est qu'au niveau des joueuses, en fait, c'est quasiment 50-50. Il y a autant de joueuses que de joueurs de jeux de société. Au niveau de la création de jeux, c'est pas du tout équilibré. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Le pourquoi... C'est difficile à dire. De ce que les créatrices à qui j'ai parlé, c'était toutes des créatrices qui étaient en collaboration avec des hommes ou avec leurs conjoints, par exemple. Ouais. Donc, de couples. Même chose au niveau de la création de contenu dans le domaine du jeu de société. Beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté, des femmes étaient créatrices de contenu, mais avec leurs partenaires ou dans un groupe de créateurs de contenu. Il y en a très peu que c'est juste des femmes. Elle semblait dire que c'était pas à cause que c'est mal vu, c'est pas parce que genre la communauté de joueurs les accueille pas bien nécessairement. Exactement. Ça s'est plus adonné comme ça que c'était des projets de couple, ce que je trouve magnifique. Je trouve ça super ceux qui font ça. Par contre, c'est sûr, on voit qu'il y a un déséquilibre à ce niveau de la création. On dirait le processus de se mettre de l'avant est comme moins facile, moins valorisé, ou moins présent, je sais pas trop, chez les femmes. Donc c'est sûr que personnellement, une chose que j'aimerais bien voir, c'est plus de femmes qui créent des jeux. Parce que... Ben nous aussi, on aimerait ça. On aimerait ça serait une belle diversité aussi dans un concours de prototypes. Ça serait le fun d'en avoir aussi plus. Donc oui, il faut... Mais comme tu dis, c'est plus, je pense qu'il faut leur montrer que ça existe, que c'est possible, que après ça c'est beaucoup d'apprentissage, ça reste pas tu crées pas un jeu comme ça, puis c'est beaucoup de temps d'apprentissage, mais que c'est possible, que tout le monde peut le faire, donc c'est vraiment une bonne chose d'en parler. Puis niveau création, en effet, j'avais lu quelque chose qui me faisait penser que c'était plus... Dans le sens que les créateurs en ce moment, c'est ceux qui jouaient à des jeux de société il y a 10, 15, 20 ans, ou ceux qui jouent depuis longtemps. Donc comme maintenant, il y a un gros bassin de plus en plus de femmes qui jouent, mais là, peut-être dans 10, 20 ans, là, ça va inspirer, ça va créer un peu une trend là, qui fait en sorte que ça va grandir. Dans tous les cas, on vous attend, on est prête, on aimerait vraiment ça voir. On aime ça voir les protos, on aime ça aussi voir les protos faites par les femmes. Ça amène souvent une vision différente, je dirais, de ce que j'ai pu observer. Exactement. Sans rentrer dans les stéréotypes de genre, il y a quand même une différence. Je me souviens de mon cours de psychodifferentiel des genres que j'avais au bac qui démontrait que quand même, il y a des caractéristiques qui ressortent différemment. Puis ça peut bien se représenter dans les jeux. C'est juste si on observe les jeux collaboratifs, compétitifs ou comment les personnages sont définis. Donc ça amène une belle valeur plus. Je suis totalement d'accord avec toi. Venez-vous-en. On le dit souvent, mais vas-y, Simon. Non, vas-y, Pierre. Ben oui, vas-y. Parce que là, c'est la fin, tu nous rappes ça, là. T'as le mot de la fin, encore une fois. Évidemment. Je voulais juste souligner que une bonne partie des grands classiques qui ont forgé l'industrie des jeux depuis 100 ans, c'est les femmes qui les ont mis au monde. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on oublie souvent, mais les Monopoly, Jenga, Candyland et Stratego, ce sont 4 jeux qui ont été conçus par des femmes. C'est pas peu dire quand même. Non. Et Wingspan, bien entendu. Oui, et Wingspan. Donc, il y a comme un mouvement. Ils étaient là, ils ont disparu et ils vont revenir, c'est ça. C'est ça que l'avenir nous réserve. Ouais, ben d'ailleurs, c'est ça, rapidement comme ça, il y avait eu un game jam assez informel, mais organisé par JF et Margot, et ben il y avait quand même plusieurs femmes dans ces groupes. Bon, bien entendu, comme tu dis, c'était un concept de groupe, mais quand même, il y en avait d'ailleurs, Ludupsi et Mixed Deal en faisaient partie d'un de ces groupes-là. Fait que effectivement, sans vouloir stéréotyper, je pense que ça donne une touche qui est assez unique, et il y aura un mouvement qui va se bâtir autour de ça. Dans le proto de l'année, il y avait très peu de prototypes qui étaient proposés par
par des femmes, ce qui était assez déplorable malheureusement, mais on voyait déjà d'emblée une différence notable dans les jeux quand on les regardait. C'était pas nécessairement positif ou négatif, c'était juste qu'il y avait un angle qui était une vision du monde qui est relativement différente et qui a autant de valeur que celle qu'on connaît en ce moment. Ludipsy, encore une fois, c'est toujours trop court. Nous aussi, on se dit la même chose. Toi, tu disais, c'est trop court. Ben là, ça, c'est encore plus court que trop court. C'est à peine. Ouais, nous, on fait si on fait pas attention, on fait des épisodes de 4 heures. Mais là, on fait déjà un épisode de 4 heures en ce moment. Fait que si on fait pas attention, on va faire un épisode de 8 heures. Fait que, ben, c'est sûr qu'on aura la chance de te réinviter. D'ailleurs, peut-être pour un épisode complet, là, parce qu'à date, on a participé avec toi sur plusieurs épisodes, mais c'est toujours dans le cadre de chroniques éparses. Là, c'était le fun de souligner ton 1 an. Tu es établi comme un pilier de l'industrie ludique québécoise maintenant. Les gens vont continuer. Si les gens veulent te suivre, justement, c'est comment ça se passe? C'est quoi la meilleure place? Oui, ben, j'ai ma page Facebook de Ludipsy où est-ce que je publie toujours tout mon contenu, articles, vidéos. Sinon, ben c'est ça. Vous pouvez sur mon blog ou la chaîne YouTube de Ludipsy. Donc, je suis sur plusieurs médias sociaux. J'ai Instagram aussi, je pose des petites photos de temps en temps comme ça. Mais disons, la page Facebook et la chaîne YouTube, c'est les principaux pour être tenu au courant de tout, ou le blog. Très cool. Ben, je sais que tu as plusieurs projets qui s'en viennent. Là. Tu nous en as comme glissé un mot tantôt. Est-ce que tu as un projet en particulier que tu voudrais reparler peut-être, ou juste pour teaser un peu les gens avec « Ah oui, ça, je veux pas manquer ça ». Oui, ben, je pense que je vais reparler de quand même jeux de rôle en bref, parce que je suis en plein dans l'editing et autres, puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent, que j'ai vu, qui ont participé. Donc, ça s'en vient. Vous me le demandez quand est-ce que ça va être publié. Ça va être fin avril. Donc, j'ai un petit délai. Mais la série, ça va être vraiment des petites capsules, donc ça va être très court, ça va être ludique. C'est vraiment pour vous donner, vous aider à découvrir tout l'univers des jeux de rôle. Fait que c'est autant pour les débutants que ceux qui s'y connaissent plus, qui veulent découvrir des jeux de rôle vraiment moins connus. Donc je vous invite à suivre ça sur la chaîne de Ludipsy. Ben ouais, le jeu de rôle, on oublie souvent que c'est aussi vaste, sinon plus, que le domaine du jeu de société en soi. Des créateurs, des créatrices, il y en a plein, puis des ateliers, puis des workshops, puis des systèmes, puis des scénarios, des univers, des joueurs, des joueuses. C'est très, très vaste comme domaine, donc oui, bien hâte de voir ça. Ben, Ludipsy, Elsa, merci beaucoup de t'être porté au jeu. Puis ben va profiter du beau temps là. On a-tu atteint le 20 degrés? 18 degrés, on va l'atteindre aujourd'hui, je vous le garantis. Donc ben merci encore, puis on se retrouve à la prochaine saison. Bye bye. Bonne journée. Bye. Toujours aussi intéressant là, des invités de marque et tout ça, c'est toujours bien en fait, toujours plaisant. Là, très cool. On a un autre influenceur de contenu. Un autre créateur de contenu qui s'en vient directement. On a oublié de le prévenir, on va l'amener dans Room direct. On a oublié de le prévenir d'avance, bien entendu. Il est maintenant live avec nous. On sait pas trop d'où vient son nom, on va y demander d'ailleurs. Le temple du Meeple. Alors, c'est pas n'importe qui cet homme. Steve est avec nous. Il s'est mis beau comme à chaque fois qu'il apparaît sur Balado Ludique. Bonjour Steve. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Très bien, toi? Ça va? Très bien. Alors, c'est le Steve 2.0 que nous avons devant nous, frais à souhait, prêt à toute épreuve, et le temple du Meeple. Avant de commencer, avant de se lancer dans le cœur du sujet, on sait que tu avais préparé des notes, tout ça, mais parle-nous là, rapidement, le temple du Meeple, c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'appelle comme ça? Le temple du Meeple, d'où ça vient? C'est un moment donné, j'avais un projet que j'avais idée de faire un bar ludique à un moment donné, puis je trouvais que ça sonnait bien. Puis là, l'idée m'est complètement disparue parce que une famille puis un bar, ça va pas vraiment ensemble, là, disons. De toute manière, j'ai une job très stable puis en masse payante. Fait que c'est assez risqué comme risque. Fait que j'ai décidé plus d'aller justement dans les influenceurs du web, justement, puis j'ai gardé quand même le nom. Au début, j'avais utilisé, je voulais comme un petit peu de l'information, je présentais les tops de qu'est-ce que je trouvais, des bons vidéos dans la semaine. Ouais. Je me suis rendu compte que j'avais comme un peu imité la Société des jeux, tu sais, une routine à chaque semaine.
me suis rendu compte vite que c'est bien compliqué, surtout avec une jeune famille, de faire ça, c'est-à-dire une fois par semaine. Fait que je suis juste passé tout simplement avec des présentations de jeux majoritairement comme un peu la majorité font avec les nouveautés, ou des fois je présente justement des jeux vieux que le monde a peut-être oublié qui sont toujours aussi bons. Keyflower était le dernier en liste. Ah. Quel chef-d'œuvre! C'est justement, c'est balado ludique, c'est Simon qui a présenté ça, puis j'avais accroché là-dessus. J'ai finalement eu une chance d'acheter ça usagé. Bon Dieu que c'est bon. C'est Richard Breeze à son meilleur. D'ailleurs, t'es un joueur avide, hein? Tu joues énormément de jeux. Là. Tu joues combien de jeux par semaine? Là? Je joue, je te dirais, en moyenne, là, c'est 6 fois par semaine au moins. Puis la majorité du temps, c'est un jeu par soir, là, justement. Mais c'est ça. Je suis un bon roulement. Ouais, je sais que t'es assez avide, tu dévores ça les jeux, donc ben c'est très cool. Alors, merci d'être là pour le Beach Party! Party de fin de saison, balado ludique. On se fait dire dans le chat d'ailleurs qu'on a l'air des robineux à côté de toi. Oh, le scotch en prime. Moi j'ai mon vieux chandail. Mon vieux chandail de plage, ça fait des mois que je porte ça. Bouteille d'eau là, puis bouteille d'eau. J'ai enlevé mon vieux t-shirt. C'est vrai qu'au micro doré, c'est pas suffisant, moi. Ah ouais, mais Pierre... Non, hein? Enlever un bouton peut-être. Ah ouais, qui est plus décontracté. Ben oui, c'est super. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Steve? Ben justement, avec ma fameuse vie de famille, je me suis rendu compte, même en jouant à des jeux du temps plus vieux, je me suis rendu compte le ratio fun et temps de jeu. C'est quelque chose qui est devenu, je trouve, important dans mes décisions de qu'est-ce que je vais jouer ou qu'est-ce que je vais acheter. Rentabiliser ton temps de game. Exactement. Et, ben, tu sais, il y en a, tu sais, que je prends par exemple, on dirait que la réflexion est surtout venue en jouant avec Brass Birmingham. C'est un excellent jeu. Tu sais, le fun, il est là. Il y a une bonne quantité de fun quand on regarde au total le fun. Mais les parties sont tellement longues que je ne sais pas si ça vaut la peine. Je trouvais que le fun est là, mais c'est tellement dilué dans le temps que je trouvais ça moins le fun, justement. Vu que c'était long, ça tombe moins sur la table, donc ça vaut-tu la peine que je le garde? Ouais. Malheureusement, il est parti chez nous. Ratio de temps, je vous conseille la branlette, sérieusement. Là. Oui. Ça, c'est impeccable. C'est un nouveau jeu de société, ça, ou quoi? Ah, oui. Check ça sur BGG, tu le checkeras, ou sur YouPorn. Oups. Tu sais, je fais une petite analogie, justement, tu sais. C'est comme si tu prenais le nombre de chances de marquer dans une game de hockey, mais tu augmentais le temps, mais tu montais pas le nombre de chances de marquer. Tu sais, ça donnerait du soccer, genre. Ah ouais. En plus, il y a un look de commentateur de hockey, il est parfait. Là, oui, oui, c'est bon. Retourne à toi, Pierre. Ben, je suis sur le soccer, parfait, ça marche. Oui. Puis, justement, dans mes affaires que je pensais, c'est à quel moment, justement, que je juge qu'un jeu est long. Parce que un jeu de 20 minutes, le ratio, si le ratio est pas bon, c'est juste un mauvais jeu. C'est sûr. Que j'ai comme, moi, mon barème, qu'un jeu est considéré, je peux dire long, c'est autour d'une heure et demie. C'est le jeu qui, à partir de ce moment-là, ça devient long dans mon analyse, justement. L'affaire qui est importante aussi, je trouve, c'est justement, je vais diviser un peu la partie en trois segments. Parce que si le jeu, si c'est un jeu d'une heure et demie, puis il y a une demi-heure que c'est plate, après ça, l'autre demi-heure, c'est moyen, puis la dernière demi-heure, elle est fun. Est-ce que c'est vraiment assez de fun pour que la première heure soit assez ordinaire, mais que la demi-heure soit extraordinaire? Est-ce que le jeu en vaut à peine pour ça? C'est quelque chose que je me pose comme question. Ça vaut-tu vraiment la finalité pour avoir le gros hype à la fin? Passer à travers quelque chose peut-être de pénible un peu. Il y a des fois aussi justement un jeu qui est trop court. On commence à avoir le fun, puis pouf, la partie finie. Le ratio justement est mal balancé dans ça. Il y a aussi, avec le ratio, vient la quantité de plaisir. Là, genre, je pense que vous avez un mathématicien là, qui s'en vient tantôt. Là. Ouais, statisticien. On mesure ça en millilitres habituellement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je mets ça un peu. Une fameuse courbe qu'on peut mettre une échelle, c'est le temps sur le fun.
Et on va retourner avec mes mathématiques de cégep, justement, c'est que la quantité de fun va être calculée sur l'air sous la courbe, justement, les fameuses dérivées. oui, bien dit. Plus qu'un jeu est long, si la courbe elle monte assez, c'est l'air, c'est comme une bonne quantité de fun. Si le jeu est court, techniquement la quantité est basse, mais s'il commence très élevé, c'est le fun. J'ai répertorié à peu près 7 types de graphiques, je dirais, de jeux de société, justement. Il y a le classique, celui qui est exponentiel. J'ai Underwater City, puis Key Flower, justement. Et c'est justement, ça commence tranquillement, puis à un certain moment, ça devient exponentiel. Puis le jeu va couper, je trouve, souvent au bon moment que le fun est à son maximum. Juste quand t'as pas réussi à faire ce que tu voulais. C'est vrai, pour ça que Underwater City est excellent. Excuse-moi, je voulais pas te couper trop. Steve, non. Mais c'est que Underwater City, je voulais juste dire au passage que c'est bien mieux que Terraforming Mars. Oh oui, ben oui, c'est sûr. Merci Steve. Mais, ouais. Underwater City, par exemple, justement, il y a une autre chose, c'est que à 3-4, ça augmente la durée de temps, mais ça garde le même fun. Donc, je trouve que à 4 joueurs, le fun est dilué un peu. À 2, il est extraordinaire. Parce que c'est environ 1h30, 2 heures quand on sait bien jouer. Puis le fun, le premier âge qui monte tranquillement, à partir du deuxième âge, ça devient super le fun. Puis ça devient le fun. L'autre, c'est que je rentre Terraforming Mars là-dedans. C'est le jeu qui est le fun exponentiel, mais il pogne un plateau à un certain moment. Où est-ce que on roule notre engin, puis à un moment donné, on dirait que le jeu fait juste rouler par lui-même, puis on dirait que dans les jeux, j'ai plus de fun à construire mon engin que de le voir fonctionner. Les gens réalisent souvent pas que dans Terraforming Mars, le plus grand plaisir du jeu, en tout cas pour moi, il y a plein de plaisirs, mais un de mes plus grands plaisirs dans Terraforming Mars, c'est d'impacter la fin de la partie. Fait que de ralentir, d'accélérer le jeu. Et pour moi, justement, ce plaisir-là arrive quand il reste 2 à 3 générations, quand là, tu peux vraiment commencer à retarder des moves que tu fais, à pacer la game, en fait. Fait que si vous jouez avec moi, vous allez voir, la game va être longue, elle va être éternelle, mais moi, dans ma tête, je vais être comme, oh yeah, je suis en train de te retarder d'un tour, pis tu le sais pas, pis là, c'est comme, bang! En tout cas, excusez. C'est bon, je te laisse continuer tes graphiques. Mon troisième graphique, c'est ça c'est un de mes favoris, c'est Race for the Galaxy. C'est celui qui part en flèche en partant, puis il coupe justement au bon moment. C'est à 2 joueurs, ça se joue en une demi-heure, c'est tout. En plus, il y a des déchirements de décision dès le départ. Tu veux jouer telle carte, faut que tu dépenses des cartes, mais ces cartes-là, tu veux les jouer. Donc, tu as tout de suite des prises de décision qui vont être impactante sur ta partie. Juste pour ça, est-ce que tu penses que ce type de courbe-là peut exister avec des jeux qui sont comme nettement plus longs? Je pense pas. Ouais, c'est ça, j'ai comme l'impression. Mais tu sais, Race for the Galaxy, c'est comme un genre d'entre-deux bizarre parce que c'est un jeu quand même hautement stratégique, mais justement qui dure à peu près une trentaine de minutes, là. C'est le noyau de Terraforming Mars, en fait. Ouais, le fun, t'as une boucle fun. Ouais, exactement. Steve, je pense qu'on va t'engager comme 4e. On allait dire, je pense, Pierre, on va te kicker dans un autre crew. Mais le pire, c'est Race for the Galaxy, je l'ai découvert un peu avec une chose de Pierre. Pierre, j'avais entendu parler de toi avec un de mes amis, que je sais que Puerto Rico, c'est le père fondateur de tous les jeux, là, quasiment. Oui, justement, mon ami m'avait fait essayer Puerto Rico, puis j'avais trippé sur la mécanique centrale, puis Race for the Galaxy me faisait le même feeling, justement. Exact. Mais j'aime bien la courbe qui part comme une flèche que tu as dit de Race for the Galaxy. Moi, je l'ai vu vraiment de façon flagrante quand j'avais joué à Race for the Galaxy avec Xavier Georges, qui est le co-auteur de Troyes et l'auteur de Carnegie dernièrement. C'est un homme qui connaît Race for Galaxy comme sa main. J'avais joué avec, on était 3, c'était fini en 10 minutes, il avait gagné. C'était juste renversant. Ouais, et puis en plus, les extensions avaient ajouté des affaires de fun. Le cœur, une des choses que je reprochais à Race for the Galaxy, c'est que
il manquait des objectifs de fin de partie ou en cours de partie, puis une des extensions qui donnait ça, que moi je suis prêt à dire que c'est un jeu parfait. Oui. Oui. À part pour l'expliquer à du monde. Là. Je sais, je l'ai expliqué à ma blonde, ça a pris 2 games. Bon, c'est pas si pire, 2 games. Ça fait 10-12 games que je joue avec elle, j'ai gagné une fois. Elle doit avoir bien compris ça. Ok, finalement. Ensuite, il y a la courbe que j'ai appelée pour Brass, justement, qui monte tranquillement, qui arrive au milieu, qui pogne un down parce qu'on perd des choses, puis qu'elle repart tranquillement, qu'elle monte. La quantité de fun dans la courbe est vraiment grande. C'est tellement étiré que le fun au début il est assez long. Ça dépend aussi du fameux... les joueurs autour de la table vont impacter là-dessus aussi parce que ceux qui vont prendre du temps vont diluer le fun, justement. Je vais revenir à la fin de toute manière avec les facteurs qui jouent sur ce ratio-là. Il y a le jeu de crew que je mets, on dirait que c'est juste une petite ligne droite qui est bien haute. C'est vraiment court, mais c'est le fun dès le début. Mais on va souvent en jouer plusieurs, mais des fois le fun va être de plus en plus bas parce qu'on va avoir fait de plus en plus de parties. Ça, c'est pour les jeux courts, souvent qui se voient ça. Ça montre que c'est un jeu bon parce qu'il est court, mais il est tout de suite. Le niveau de fun est excellent assez haut. Maximum, là. Ouais, c'est ça. Il y a des jeux spéciaux. J'ai le jeu Aquatica. Je sais pas si vous connaissez, là. C'est le petit jeu Atlante en français. Ouais. C'est un jeu que le fun va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre, puis il va remonter. C'est que vous avez un plateau de joueurs, vous allez préparer votre engin, puis vous allez glisser des cartes, là, ça va faire glisser d'autres cartes, puis ça va faire plein de combos là, que vous allez faire des points. Puis à un moment donné, toutes ces cartes-là vont disparaître. Donc, vous détruisez votre engin, puis après vous recommencez un engin. C'est pour ça, c'est un build-up, vous faites votre engin est détruit parce qu'il est fini. Oh, ça descend, ça remonte. Un petit peu bizarre comme feeling, je dirais. Sinon, il y a Root aussi qui peut avoir ce feeling-là. T'sais. Les chats vont commencer à grossir, puis là, tout le monde va se faire une mutinerie, s'attaquer à vous. Là, vous allez être à moitié mort. Vous allez essayer de les peut-être qu'on va vous attaquer. Root, je vais vous expliquer à la fin, il rentre dans plusieurs catégories. Il y a mon dernier, il y a les jeux fameux où est-ce que la chance est importante. C'est le jeu Villainous. Où est-ce que si vous ne pigez pas les bonnes cartes au bon moment, ou ça prend du temps avant de les avoir, si vous les avez dès le départ, votre fun va monter vite parce que votre objectif, vous allez pouvoir le réaliser vite. Vous allez voir, hey, j'ai toutes des choses ça fonctionne bien. Puis si votre carte elle sort à la fin du paquet, mais votre fun, il monte bien tranquillement. L'aspect chance va jouer sur à quel niveau, justement, la courbe va s'incliner. Ça, c'était les 7 graphiques un peu. Mais ça, c'est les graphiques des bons jeux, on s'entend. Là. C'est tous des graphiques. T'as pas les graphiques qui permettent de mettre des mauvais jeux là-dedans. Mais c'est correct, c'est normal. Là. On n'est pas là juste pour parler de mauvais jeux. On peut en parler. J'en ai parlé un peu avec Terraforming Mars, qui est pogné un plateau, mais fait que le jeu reste bon quand même. Il y a une bonne partie d'ensemble. Le fun, la quantité est bonne. C'est juste le côté plat. Non, mais sincèrement, Terraforming Mars, s'il n'y avait pas le plat en haut, moi, j'ai quasiment envie, quand je fais des games avec ma conjointe, c'est d'enlever deux. On commence avec 2 degrés de plus ou. Faudrait que tu joues avec l'extension Vénus. Ok. J'ai acheté quoi? Je me rappelle plus c'est quel que j'ai acheté. C'est Colony. Non, pas Colony. Non, ça, c'est l'autre, là. Okay. Je jouerais certainement pas avec Thermal, justement, tu m'as dit que c'est la variante expert qui allonge la partie. Non, c'est ça. Vénus, par contre, ça la rallonge un petit peu, justement, de 2-3 degrés dans chaque track. Là. Moi, je pensais que c'était pour parler de Villainous comme exemple de mauvais jeu au lieu de faire un must. Mais j'apprécie beaucoup. Hein. Tu vas au-delà de mes espérances, quand même. Tu sais, c'est comme. Dernièrement, il y a beaucoup de monde qui ont aimé le jeu Praga Capotrini de Vladimir Suchy. C'est un jeu que je trouve justement, il va y avoir une petite construction d'engin autour d'un tableau personnel. On va voir, nos actions vont être bonifiées. On va avoir des bonus, je trouve. On dirait que les bonus vont être à peine meilleurs à la fin de la partie versus le début de la partie. Moi, j'aime. Ouais. Ça, c'est un des facteurs que je trouve. C'est plus souvent que la partie commence, on a juste des petites actions, puis à la fin de la partie, notre éventail d'actions est beaucoup plus grand ou beaucoup plus
efficace, justement. Et ça, c'est un des facteurs qui joue beaucoup sur le ratio fun sur le temps. Les commandes, souvent c'est dans les placements d'ouvriers. J'en ai un, c'est Chimera Station. Et environ, je dirais, 5-6 places pour faire des actions. Puis à la fin, vous avez 26 places sur le board à faire des actions. Ils vont être de plus en plus forts. Un des choses. La chance, bien sûr, qui influence beaucoup sur le niveau de fun, parce que si vous brassez des dés, puis ou même les charlatans de Belcastel, si vous pigez juste des jetons blancs à tous les fois au début, votre fun va être assez diminué parce que vous êtes en retard longtemps. Ben d'ailleurs, une des courbes de base pour les jeux vraiment basés sur la chance, c'est la ligne droite avec des spikes, là, t'sais. Fait que genre, ok, quand ta chance frappe, là, ça redescend. Puis là, c'est une ligne droite, ça monte, ça redescend, t'sais. Exactement. Justement, aussi, un petit peu, un défaut de Underwater City, c'est le downtime à plusieurs. J'ai bien du fun à mon tour, mais mon tour avant qu'il revienne est tellement long que mon fun diminue. Ouais, ça, c'est fatal dans certains jeux. Oui, c'est vraiment fatal. C'est pour ça que quand il y a trop d'options, un petit peu, justement, comme dans Brass, il y a tellement d'options. Et ça fait, c'est soit si on met ça sur le général, c'est que la courbe monte tranquillement, ou si on regarde plus précisément des moments, c'est qu'il va y avoir des petites descentes. Justement, avec Underwater City, le nombre de joueurs, tu sais, comme si vous jouez, je ne sais pas, j'ai pas joué, mais à 10 macaires, si vous jouez à moins versus si vous jouez à plus, le fun n'est pas le même. Non. Comme Underwater City, c'est l'inverse. Ouais, exact. Il y a des jeux qu'il faut que ce soit long, faut que tu le sentes bien. Diplomatie, justement, depuis tantôt, je pense à ce jeu-là. Je me dis, ça crée d'une courbe. L'air sous la courbe est grand, là. C'est exactement ça. Les types de joueurs vont beaucoup vous influencer. Si vous jouez à Sidereal Confluence, puis du monde gêné qui font pas d'échange, ou à Chinatown qui vous faites pas d'échange. Juste si tu joues à Sidereal Confluence, peu importe avec qui, ça va être mauvais, ça change rien, hein. Ah, mais ça, je parlais. On va en parler. Je parlerai avec Vincent tantôt. Là, j'ai déjà été chez nous, puis il y avait une game de partie de Sidereal Conference. On n'arrêtait pas de dire de baisser le son, ça criait à l'autre table. Ouais, mais crier, c'est pas un signe de plaisir. Hein. Des fois, c'est de la colère. Des fois, c'est bon, justement. Des jeux de confrontation, s'il y a de la colère, ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. Puis justement, c'est pas dans le ça. Oui, ben, il y a de l'interaction dans Terraforming Mars. Ah oui, effectivement. Ah, si, les gars. Je pense qu'il y a 3 cartes sur les 400. Get a room, guys! Et justement, pour revenir sur Terraforming Mars, les fameux moments de la fin de la partie. Mais qu'est-ce qu'un point positif souvent que Terraforming Mars aurait pu avoir dans le fond, c'est qu'on peut jouer sur quand est le moment de la fin. On a une petite tension de savoir ça va-tu finir la partie à ce moment-là ou plus tard. C'est un des facteurs, je trouve, qui influence. Parce que des fois, quand on a le pouvoir de mettre fin à la partie, je trouve ça fort plaisant, justement. Comme ça, dans Race for the Galaxy, qu'on peut décider de ne pas mettre notre 12e carte pour faire juste plus de points. Pour que la partie dure plus longtemps. C'était ça, messieurs. Wow, ben c'était bien préparé, bravo Steve. Ouais. Je suis impressionné. Je vois que t'as fait tous tes upgrades qu'il fallait. Steve 2.0, c'est lui effectivement. Les gars, y a quelqu'un qui veut réagir un peu sur les courbes du plaisir et quelque chose comme ça? J'ai trouvé ça très plaisant. Flèche là, en flèche. En flèche. Oui, non, c'est un excellent exercice, très très franchement. J'avais pas pensé faire des courbes de plaisir pour les jeux, mais effectivement, ça laisse à songer à quel point, à vrai dire, dans la création de game design, il y a une courbe qu'on utilise. Il y a une droite vraiment qui est vraiment qui divise la matrice en deux. Pour ne pas, faut pas aller en dessous de la droite. C'est une droite à 45 degrés. Il faut pas aller en dessous de la droite. Quand on crée un jeu pour ne pas laisser l'impression aux joueurs que c'est plate. Et il ne faut pas aller au-dessus de la droite pour ne pas laisser l'impression aux joueurs que c'est facile. Donc, il ne faut pas avoir des défis trop grands à relever, puis il ne faut pas avoir des défis trop faciles à relever. La zone. C'est la zone. La zone. Pas couper la courbe non plus trop courte. C'est comme si on fait un jeu que le plaisir est exponentiel, mais qu'on coupe le jeu avant que ça aille à son apogée. C'est pas mieux non plus. On parle juste de sexe depuis 20 minutes, c'est clair.
Exactement. Oui, ben d'ailleurs, tu parlais de game design. J'ai comme oublié ça, mais dans le jeune temps, quand on testait des jeux, puis quand on testait des jeux d'auteur, on avait effectivement une genre de courbe qu'on remplissait, puis ça dépendait du jeu, mais à peu près aux 10 minutes, on demandait aux joueurs d'indiquer sur un graphique, justement, son plaisir était à combien, de 1 à 5 ou de 1 à 10. Et à la fin, ben, ça te traçait une courbe, justement, de comment il avait vécu. Puis là, Steve, c'est bon parce que tu nous parles de un peu la courbe générale, mais tu l'as mentionné que dans une game, même si la tendance c'est que c'est un jeu exponentiel, ben il y a des tours où ça va être moins le fun, des tours où ça va être moins long. Fait que tu peux vraiment micro-analyser cette courbe-là. Là, ça devient un peu un graphique comme à la bourse à la fin, là, où ça monte, ça descend, mais il y a une tendance lourde qui se crée. Là. Parce que la courbe exponentielle est comme ça, mais c'est des points au-dessus et en dessous de la courbe. Là. Exact. Si tu la regardes chaque minute du jeu, ben elle va varier. Là. Après, ça reste que tout ça est un peu très indicatif, mais très personnel aussi, dans le sens que c'est possible que moi j'aille une analyse différente d'un même jeu, selon mes intérêts, mes goûts, tout ça. Mais c'est intéressant quand même, puis ça donne en effet de façon générale, on peut voir un peu. Je pense qu'on peut donner des courbes un peu de façon générale à tous les jeux. Après, ça va dépendre de chaque personne, mais non, c'est intéressant. Ça pousse un peu ce concept-là qu'on avait déjà réfléchi dans le passé, mais qu'on n'avait pas non plus poussé à ce point-là. Fait que 7 courbes, hein, 7 courbes. Les gens ils demandent là, si tu c'est disponible en ligne, ça, sur le temple du Meeple. Y a tout ça, les graphiques pis tout, genre? Non, j'ai ça sur une feuille de papier au stylo vert. Ah ben je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça parce que JF dit quelque chose d'intéressant puis je suis comme d'accord mais pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que c'est personnel à chaque personne, mais j'ai plus l'impression que ce qui est personnel c'est le type de courbe qu'on apprécie. Après c'est sûr que si tu demandes à quelqu'un de jouer au même jeu, leurs courbes vont probablement se ressembler un peu, j'ai l'impression, mais il y a des gens, tu sais, mettons je pense aux wargames, tu sais, les wargames c'est des jeux justement où il y a c'est plus il y a une certaine construction, mais souvent il y a plus une courbe qui est relativement flat avec des pics de moments qui sont vraiment excitants, mais ça fait partie du plaisir justement des gens qui jouent à ça de voir ça se déployer sur le long terme. Mais je suis sûr que si on faisait la courbe, on aurait une courbe qui est très similaire un à l'autre, mais eux préféreraient peut-être cette courbe là que mettons un autre joueur qui aime mieux quelque chose qui va en flèche puis qui est très très court aussi là. Tu sais, c'est un des jeux que j'aime beaucoup, Root. Dépendant quelle faction tu joues, ton fun va commencer plus rapidement ou il va devenir plus grand plus tard. Les jeux asymétriques, c'est clair que ça te crée des courbes différentes dans le même jeu. Ça, c'est assez intéressant. C'est vrai, ben oui. Absolument. Très bon sujet, ça me donne envie juste de pogner des jeux puis de commencer à analyser les courbes puis d'appliquer ce modèle-là, de pousser le modèle en fait à la réflexion, puis même qu'éventuellement on pourrait voir l'échelle du temple du Meeple derrière certains jeux imprimés, puis ça te garantit une courbe 3, courbe de catégorie 3, courbe de catégorie 5, fait que ça va être comme pour les joueurs là. Ben avant de se laisser, ça passe toujours trop vite, mais qu'est-ce qui s'en vient pour probablement les gens qui veulent suivre le temple du Meeple, parce que là j'imagine que tu vas sortir cette vidéo avec où t'as ton graphique de ton tableau de hockey là, comme un coach de hockey qui il va falloir que je fasse ça là, une petite vidéo là, j'en ai fait un petit dernier, c'est que vous pouvez me suivre sur YouTube, Facebook, Instagram. Sur YouTube dernièrement, je fais surtout pendant la pandémie, j'ai vu que des nouveaux joueurs qui arrivaient sur le jeu de société Québec. Il y a beaucoup de monde qui ne cherche pas, on dirait, à s'instruire sur qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'il aime pas. Fait que j'ai fait un petit... Je présente des petites mécaniques, justement, parce qu'il y en a qui... Tu sais, on dirait que la première chose que je voyais, c'est... Ils demandaient du deck building, puis il y a des gens qui proposaient des LCG comme Horreur Arcane. Fait que là, j'étais comme... c'est pas ça, du deck building. Fait que justement, c'est... Je fais des vidéos que je parle au début de c'est quoi vraiment la mécanique, justement, souvent quel est le fondateur de cette mécanique-là, quel qui l'a popularisé, justement. Je présente une petite quantité, des petites présentations courtes dans une vidéo de certains jeux. Là, dernièrement, j'ai fait les jeux de draft, où est-ce que j'ai essayé de parler de jeux où est-ce que le draft est important, pas comme dans le Terraforming Mars, que c'est moins important. Il est important, mais c'est pas une mécanique justement centrale. C'est gratuit, c'est gratuit. Oui. Mais c'est un exemple, tu sais, où est-ce que des jeux qui c'était plus, tu sais, c'est comme Season, c'est un autre jeu que tu m'as présenté, où est-ce que c'est des jeux, mais le draft,
Puis la préparation, c'est 50% de la game. J'ai parlé justement, puis normalement, je parle des jeux de débutants jusqu'à experts pour varier pour tout le monde, justement. Puis sur Instagram, Facebook, des fois, je poste des photos de jeux que j'ai. Je pose souvent des photos des jeux que je joue le soir, justement. Ouais, c'est ça que je suis beaucoup. Moi, j'aime bien voir tout ce que tu joues. Là. Puis à chaque fois, je suis comme, shit, il a joué à des jeux, il a joué à plein de jeux. Puis j'admire ça, ton avidité de joueur. Voilà. Super. Alors, oui, il n'a pas mis de photos, mais j'ai encore joué Expédition to New Deal. Oh. Un petit fester du cours, puis très impressionnant. Pierre nous avait parlé de ça d'ailleurs, non? Ça se peut-tu? On l'a fait très brièvement. Hein. Sincèrement, je pense que c'est mon. C'est ton coup de cœur du moment? Meilleur. Ben, je dirais pas coup de cœur du moment, mais tu sais, des fois, quand ma conjointe arrive plus tard, les enfants ont de la misère à se coucher le soir, puis qu'elle s'entraîne le soir, des euros solo qui prennent pas trop de temps, c'est pas mal, quasiment le meilleur que j'ai joué. Tu sais, les jeux solo trop complexes, ça me turn off, justement, de devoir faire ça, ou des fois que c'est dur à gérer. Lui, il fait bien un euro simple à gérer. Solo. Là, des fois. Mais je ne l'ai pas encore essayé justement avec ma conjointe, mais ça va venir sûrement cette semaine. Ah ouais, ben les jeux solo, ça sera un autre sujet j'ai éventuellement à reparler parce que ça devient large. Ouais, ben on en parlera justement pourquoi t'aimes pas ça, puis on te réinvitera, tu nous diras ça. Super, parfait. Fait que, ben Steve, merci beaucoup d'avoir été là. C'est un grand plaisir de te recevoir comme toujours. Puis, ben, on te réinvite dès que c'est possible, sans faute. Oui, t'étais vraiment, tu nous as fait là pour scotch, cravate, tout le kit, beau background de jeu. Nous, sérieusement, sa pagette a pas sonné. Ok, donc vous irez voir la vidéo sur YouTube. Ceux qui écoutent ça en podcast, vous verrez que effectivement, on avait l'air des robineux à côté de lui. Ça nous a fait mal paraître. Donc, ben, merci beaucoup Steve, puis on se reparle très bientôt. Ciao. Hey, bye bye. Oh, alors messieurs, ça passe vite, ça passe très très vite. Déjà, on est à la fin de l'épisode 9. Épisode 9 qui aurait été d'une durée respectable. Là, on s'embarque pour un deuxième épisode dans... Pour les gens qui sont live, là, en allez-vous pas parce que ça commence tout de suite après. Ça commence à 50 là, dans 5 minutes. On aura le temps d'aller aux toilettes rapidement. Sinon, ben, ceux qui écoutent ça en podcast, attendez une semaine ou écoutez-le direct. Si vous écoutez ça en 2039, il est déjà sorti. Inquiétez-vous pas. Bon, pour ceux qui veulent nous aider, nous supporter un peu, vous allez voir si vous regardez la vidéo YouTube qu'on avait vraiment besoin d'un peu d'aide. Donc, ben, ça se passe sur Patreon. Patreon, on va en parler au prochain épisode, mais merci beaucoup au Patreon. On est rendu à 20 Patreons. C'est un chiffre qu'on n'aurait jamais rêvé, même dans un monde le plus fou. Bientôt, nous allons acheter une île déserte au sud de... C'est quoi? C'est Trois-Rivières, je crois. Une petite île, c'est 8 pieds carrés. Et ça va porter le nom de Balado Ludique. Et ça, ce sera grâce à vous à la maison, au Patreon, principalement. Ah, ben, on va pouvoir faire nos tournois internationaux là. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu moins glamour, mais bon, faut bien commencer quelque part, hein? On est des robineux après tout. On est des robineux. Les robineux du jeu, on va changer ça de nom. Ça va être Balado Robineux Ludique. Robineux Ludique. Parfait. Sur ce, ben, Jeff, je te souhaite une très bonne journée. On se revoit dans 3 minutes. Exactement. Et Pierre, comme c'est maintenant la tradition, t'as le mot de la fin. C'est pas fini.